Et je crois que maintenant vous êtes prêts là? On peut y aller? Oui. Bon, je laisse la parole au conférencier. Oui, alors, bon, je ne suis pas le conférencier, mais je vais avoir le plaisir de vous les présenter. Donc, Michel Gobert, d'une part, et puis André Martinez, d'autre part. Vous m'entendez là? Oui, à peine. Bon, il va falloir que je me rapproche. Je pense que ce micro marche moins bien que l'autre, mais... Bien, c'est mieux là, oui. Après avoir été historienne, Michel Gobert a poursuivi des études de psychologie. Elle a exercé en tant que psychothérapeute à la clinique des Cèdres, puis à celle de Fronton, pendant une dizaine d'années, tout en poursuivant un exercice libéral. Elle est aussi auteure de plusieurs livres sur les relations de couple, l'éducation des ados et les relations parents-enfants, thèmes autour desquels elle fait régulièrement des conférences. André Martinez a été enseignant, puis psychologue de l'éducation nationale, après avoir obtenu un diplôme de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent. Il est aujourd'hui psychologue clinicien à Castres. Son travail se réfère à la psychologie clinique et à la psychanalyse. Il prend la forme d'entretiens individuels ou familiaux, ainsi que de thérapies analytiques individuelles ou de couple. Michel et André sont des membres actifs de la JET. Leur conférence présentée à Castres l'an dernier a été particulièrement appréciée. Il aurait été dommage qu'ils ne puissent vous la présenter aujourd'hui. Je vous passe la parole. C'est gentil. Bonsoir à vous tous. Je pense que vous n'êtes pas étonnés du choix de ce sujet, puisque la famille est quand même un grand sujet de préoccupation auprès de nous tous, de nos politiques et surtout des psychologues. Vous avez vu aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les rues, beaucoup de gens hurlaient « une famille, c'est un père, une mère, un enfant ». Et nous, thérapeutes, et vous qui regardez et qui observez ce qui se passe, vous avez bien vu qu'on était très loin de ce modèle idéal et que depuis quand même maintenant un grand bout de temps, il y avait plusieurs sortes de familles et surtout des familles très éloignées de ce modèle, un père, une mère et un enfant à vie. Donc, c'est de cela que nous allons vous entretenir ce soir. Nous l'avons fait avec notre vécu de thérapeute. Bien sûr, nous n'oublions pas qu'autour, il y a des anthropologues, des sociologues, enfin beaucoup de gens intéressés, y compris des politiques. Vous avez entendu dans les propositions de M. Fillon qu'il y avait une part importante réservée à la famille, effectivement. Et je pense que tous les candidats, puisqu'on va s'approcher de grandes professions de foi, vont avoir pour objet ou plutôt pour envie de dire ce que c'est pour eux une famille et de dire ce qu'ils ont envie de faire sur le plan légal. Donc je disais que nous avions abordé ce sujet en thérapeute, puisque nous sommes tous les deux des thérapeutes, et ce qui veut dire que nous n'avons pas de réponse à ces questions. Nous sommes toujours dans un questionnement et toujours dans des incertitudes et toujours dans l'écoute. Et toujours en train de nous dire peut-être que la norme, peut-être que tout ce que l'on nous a dit jusqu'à maintenant, c'est plus valable, ou peut-être que ça ne l'est pas de telle et telle façon. Voilà, donc ce que l'on veut surtout avec vous ce soir, c'est aborder des questionnements et peut-être vous donner une toute petite réponse à ce que nous savons. Et ce n'est pas beaucoup ce que nous savons. Et pour conclure un petit peu cette introduction, je vais vous citer quelque chose qui a été prononcé une phrase prononcée en 1981 par François Mitterrand. Il disait que les familles s'inventaient un avenir différent car il n'y a pas de modèle. Et vous vous doutez qu'il avait bien compris certaines choses sur les nouvelles familles. Voilà, c'était un petit brin d'humour. Avant que je donne la parole à André, qu'il va vous donner les grandes définitions, parce qu'on ne peut pas s'empêcher chaque fois de faire un petit peu d'historique et un petit peu des définitions. Voilà. Oui. Est-ce que là, ça va mieux? Bon. On va s'essayer à une définition, parce qu'on peut en trouver 50 définitions. On peut parler de famille nucléaire, de famille élargie. Bon. On va partir de ce que nous disent les anthropologues. La famille, c'est une communauté d'individus qui sont réunis par des liens de parenté.
Et c'est une communauté qui existe dans toutes les sociétés humaines. Ça, je crois que c'est intéressant. Les anthropologues disent que c'est une institution sociale, juridique et économique. Aujourd'hui, on va parler de familles monoparentales, on va parler de familles recomposées ou pluricomposées, on va parler de familles adoptantes, de familles homoparentales, et aussi de familles dont les enfants sont issus de techniques médicales de procréation. Donc, on le voit d'entrée, la composition d'une famille est très variable, et c'est pas ce qui peut effectivement définir aujourd'hui une famille. Donc, la famille évolue, se diversifie, et en fait, le titre de notre conférence était plutôt, non pas, il n'y a pas pour nous une seule famille, mais il y a des familles. Voilà. Et un couple peut être formé d'un homme et d'une femme, de deux hommes, et un enfant pourra avoir un père et une mère, un beau-père et une belle-mère. Il pourra avoir une mère seule, il pourra avoir un père seul, il pourra avoir aussi deux pères ou deux mères. Donc, pour nous, donc, ce qui distingue la famille des autres groupes humains, c'est pas tant sa composition, mais c'est sa fonction. Et nous dirons que la famille a une fonction de transmission. Bon. Robert Neuberger dit « Il s'agit de transmettre la capacité de transmettre ». Bon, c'est un peu compliqué, transmettre la capacité de transmettre. Je crois qu'on peut bien entendre ce qu'il veut dire par là. Hein. Transmettre à un enfant ses origines, par exemple, c'est une fonction essentielle de la famille. Donc, la famille, c'est un groupe dans lequel les enfants pourront se structurer afin de pouvoir, plus tard, s'ils le souhaitent, fonder eux-mêmes une famille, ou pas d'ailleurs, sur le même modèle ou sur un modèle différent. Là encore, l'anthropologue Maurice Godelier nous dit « Un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant ». Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il nous indique? Lui, il pense, il évoque les ancêtres, par exemple, ou les divinités. Il nous dit qu'un enfant s'insère dans une totalité cosmique et sociale, pour reprendre ces termes, une totalité qui déborde et englobe la sphère de la parenté. Vous connaissez sûrement le proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Donc pour nous, la question de la transmission est essentielle. Alors il y a plusieurs sortes de transmission. Il y a la transmission consciente et il y a la transmission inconsciente. Dans la transmission consciente, on peut distinguer au moins deux dimensions. Il y a la dimension actuelle, c'est-à-dire la famille actuelle, c'est-à-dire les valeurs, les rituels, tout ce qui fait sens pour le groupe, tout ce qui va rendre l'enfant humain, c'est-à-dire le langage. Il y a aussi, dans cette dimension-là, une dimension transgénérationnelle, la question des origines, je viens de le dire, d'où je viens, qui je suis. Il faut à la fois une histoire pour se construire une dimension spatiale et temporelle. Mais il y a aussi une dimension inconsciente. Et qu'est-ce qu'on transmet inconsciemment? Alors, ce qu'on transmet, ce qui se transmet, c'est pas forcément ce que nous avons décidé de transmettre, mais plutôt la façon dont nous le transmettons. Et on transmet plutôt ces désirs inconscients. Alors, je trouve que Pascal Quignard a une belle formule. Pascal Quignard dit « On transmet ce que l'on ignore avec ce que l'on croit savoir ». Voilà. On transmet ce que l'on ignore avec ce que l'on croit savoir. Je crois que ça résume assez bien, effectivement, la question de la transmission. On va maintenant, pour savoir véritablement de quoi l'on parle, après ce petit essai de définition, voir quelques chiffres. En chiffres ce que sont les familles aujourd'hui. Alors, quelques chiffres, parce qu'il faut bien aussi savoir effectivement quels sont les gens concernés. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une baisse des mariages. 417 000 mariages en 1972, 230 000 en 2015. Une augmentation du Pacs et de l'union libre. Un accroissement du nombre des divorces, je vais vite parce que peut-être vous le retrouverez là, un accroissement du nombre des divorces, 115 000 en moyenne entre 1985 et 2002, une forte augmentation des familles monoparentales, en 1970, 10%, en 2012, 22%. Il y a actuellement 1 700 000 familles monoparentales qui ont 2 millions d'enfants,
85% de ces enfants vivent avec leur mère, 10% avec leur père. On y reviendra. Hein. Les familles pluricomposées seraient 800 000 pour 1 500 000 enfants. Et dans les familles homoparentales, nous n'avons pas beaucoup de statistiques, vous vous doutez pourquoi. À peu près, on suppose qu'il y a à peu près 100 000 enfants, ce qui n'est pas rien. Alors, en dernier, je vais vous en donner quelques-uns pour ne pas trop vous charger la tête. 31,8 millions d'adultes vivent en couple tout de même. 23,4 millions sont mariés. 7,2 millions en union libre. 1,4 million sont pacsés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres ? André va vous dire que ce qui est plus important, c'est d'en saisir les évolutions. Oui, il y a deux choses en fait, effectivement, qui apparaissent. C'est à la fois le premier qui est très connu, c'est la baisse des mariages et l'accroissement des divorces. Donc ça, c'est un premier fait important. Et la deuxième évolution, c'est la forte augmentation des familles monoparentales. Donc c'est pas sans importance pour toute une série de questions, notamment de politique familiale. Mais au-delà des chiffres, au-delà des pourcentages plutôt, ce qui importe, c'est de saisir la réalité des chiffres, ce qu'ils recouvrent. Alors, les chiffres que nous vous proposons là, ce sont des chiffres de l'INSEE de décembre 2015. Donc, c'est des chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE sur la famille. Donc, on peut dire, par exemple, que 70% des enfants, aujourd'hui, vivent dans une famille traditionnelle. C'est vrai. Que le mariage, on va dire, reste le modèle dominant et que finalement, les choses évoluent peu, puisque aujourd'hui, c'est 70% et c'était à peu près 75% en 1990. Mais si on regarde au-delà des pourcentages, il y a 1 600 000 enfants qui vivent en famille recomposée, donc c'est quand même un chiffre important, et il y a 2,5 millions d'enfants qui vivent en famille monoparentale, 2,5 millions, voilà. Bon, on aurait pu donner d'autres chiffres sans être excessif. Sur les enfants qui vivent dans une famille pauvre, il y a 2 700 000 enfants qui vivent dans une famille pauvre, dont un tiers en famille monoparentale. Voilà. Bon, autre tendance qu'on a signalée, c'est une forte progression aussi, mais qui est due à la loi, entre autres, de la résidence alternée. Donc ça, c'était pour les chiffres, on y reviendra tout à l'heure. On a essayé de ne pas trop vous submerger avec ça. Je vais essayer de dire quelles sont les grandes évolutions de la famille. Et d'abord, sur le plan, on va dire, sociologique. On ne va pas faire l'histoire de l'évolution des familles ici. On notera simplement qu'au Moyen-Âge, l'enfant n'a pas de spécificité. Et c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que les choses changent avec ce que les historiens appellent l'avènement de la famille moderne. Jusqu'au début des années 60, on peut parler d'une certaine stabilité de la vie familiale, même si des changements s'opèrent, mais il y a une stabilité. On passe de la famille élargie à la famille nucléaire, avec en général une moyenne de 3 enfants et un faible taux de naissance hors mariage. Dans les années 80, dans les années 60-80, il y a un changement important, évidemment, c'est que le taux de naissance hors mariage passe de 6% à 30%, et avec ce qu'on vient de dire, vous le comprenez, une forte aussi augmentation des divorces. Alors, on dira, même si on pourrait compliquer un peu les choses, qu'il y a 2 bouleversements majeurs qui expliquent cette évolution. D'abord, la condition de vie, le travail des femmes. La femme n'est plus, dans les années 60-80, elle n'est plus seulement mère au foyer. Elle acquiert une indépendance économique, une indépendance sexuelle. Et deuxième élément important, c'est que le mariage n'a plus la même fonction. Le mariage, jusque-là, c'était un contrat d'union entre un homme et une femme, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est un contrat pour la procréation. Le mariage civil de 1792 donne un père aux enfants. Irène Théry nous dit « le père, c'est celui que les noces désignent ». Et c'est effectivement ça, quoi. Le mariage, c'est une institution fondatrice de la paternité, de la maternité. Et le mariage produit une filiation légitime, et hors mariage, illégitime. Tout le monde connaît le terme de bâtard. Mais le mariage, aujourd'hui, a changé de fonction.
il est plus, effectivement, fondateur de cette paternité et maternité. Le mariage d'aujourd'hui, c'est, on dira, l'institution d'un lieu du couple. C'est-à-dire que le mariage peut se concevoir autrement. C'est-à-dire il peut se concevoir comme le mariage, par exemple, de personnes de même sexe. Et le nombre de séparations et de divorces aujourd'hui n'est pas un des intérêts pour le couple. On pourra en rediscuter. Mais nous pensons que ce n'est pas un des intérêts pour le couple, mais nous dirons qu'au contraire même, c'est peut-être un surinvestissement des attentes de la vie de couple. On va dire quelques mots aussi de ce qu'on appelle, nous, les évolutions cliniques, c'est-à-dire des idées, de l'évolution des idées, de l'évolution des représentations. Bon, ces évolutions sont en lien avec la question de l'égalité des sexes et avec aussi le fait que depuis les années 60-70, l'enfant est considéré comme une personne. C'était le titre d'un film. L'enfant est une personne, ou je crois que c'est où le bébé est une personne. Le bébé est une personne. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, les travailleurs sociaux, les psys, ne mettent plus l'accent, comme il y a 30 ans, par exemple, sur l'aspect négatif des recompositions familiales, sur les effets du divorce en tant que tel. Voilà. Cependant, il y a deux conceptions qui continuent aujourd'hui de se poser sur la parentalité. D'un côté, c'est le lien biologique, pour certains, qui domine, et pour d'autres, c'est le quotidien qui l'emporte, c'est la relation éducative, quotidienne qui prévaut. Voilà. Ce qui, pour nous, a vraiment changé, c'est la question des rôles parentaux. On n'est plus dans une opposition traditionnelle entre la mère qui serait du côté de la tendresse, par exemple, et le père qui serait du côté de l'autorité. Ce qui a vraiment changé, même si encore on peut en discuter, c'est la place des pères auprès des enfants. Pour nous, c'est un changement majeur, effectivement. Il va de soi, aujourd'hui, que le père a sa place auprès du tout petit enfant. 59% des pères ont pris le congé de paternité en 2002, qui était la première année d'application de la loi. Alors, j'aime bien reprendre une citation de quelqu'un de très connu. Je vais vous lire ce que cette dame écrivait, et après vous allez essayer de savoir de qui il s'agit. C'est un quiz. Voilà. Alors, cette dame écrit: « Il est dans l'ordre des choses qu'un père ne s'occupe pas de son enfant bébé. Ce n'est pas un rôle d'homme. C'est lorsque l'enfant atteint l'âge de la marche, à 18 mois, que les hommes normalement virils commencent à s'occuper de lui. Ceux qui s'occupent des bébés sont en général marqués de féminité. » Alors, les psychologues? Dolto, bravo. Voilà. C'est surprenant, mais c'est Françoise Dolto qui écrivait ça en 1985. Voilà. On voit aujourd'hui que ses propos sont dépassés. C'était pourtant une grande dame de la psychanalyse. C'était une grande clinicienne, mais aujourd'hui, les propos sont dépassés, évidemment. Et ils datent d'une trentaine d'années. Voilà. C'est quand même intéressant, je trouve, de mesurer les évolutions. Bon, voilà. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir de certitude. Voilà. Ce qui a changé, c'est aussi les rôles parentaux, c'est aussi l'idée que l'enfant doit conserver ses deux parents. Conserver ses deux parents, c'est bénéfique pour l'enfant. C'est d'ailleurs la loi aujourd'hui. C'est la pratique de la résidence alternée. Ça aussi, c'est récent. Voilà. Et l'idée aussi que lorsqu'il y a séparation, le plus important, c'est la manière dont se fait cette séparation. Toutes les études, toutes les recherches cliniques indiquent que c'est effectivement ce qui est le plus important. C'est quelque chose que les parents ressentent, même si, bien entendu, encore, c'est loin d'être mis en acte. Le plus important, c'est effectivement la façon dont se fait la séparation. Ce qui change, c'est que de nouveaux liens vont se faire jour aussi, et qui peuvent se référer ni au biologique, ni au juridique. Par exemple, quelle est la place du beau-parent ? Michel, qui est une spécialiste, puisqu'elle a écrit un bouquin, y reviendra. Il y a aujourd'hui, on pourrait dire, soit une multiplication des figures parentales, soit au contraire, une absence plutôt du père. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, la place du père a beaucoup changé. Alors, je vais vous dire quelques petits mots quand même
sur les familles monoparentales, ou plutôt ce qui les caractérise. Vous en doutez, on dit monoparentale, ça veut dire qu'elles n'ont qu'un seul parent, et nous venons de le dire, en général, c'est la mère. Alors, les psychanalystes et les psychologues et les thérapeutes en général mettent l'accent sur une problématique qui naît fréquemment. Souvent, ces enfants, effectivement, manquent de père. C'est ce que Sylvie Caudol, qui est une grande sociologue, philosophe, relève en disant on est dans un problème de matricentralité. Et cette matricentralité fait que, effectivement, ces enfants peuvent connaître ou rencontrer des problèmes dans la structuration, dans le fait qu'ils grandissent sans père et trop proches de leur mère, avec quelquefois des images. Je sais pas, je pense à Romain Gary, dont vous avez dû lire La promesse de l'aube, où l'on voit effectivement ce couple, là, dans ce cas précis, mère-fils, et tout ce que ça peut engendrer comme problème. Voilà en gros ce que l'on peut dire des familles monoparentales. On peut dire aussi que c'est des familles qui généralement sont appauvries. Bien évidemment, elles viennent après, en général, elles viennent après un divorce, puisque heureusement maintenant elles existaient auparavant, mais elles étaient dues souvent à la mort d'un des parents. Hein. Mais actuellement, elles se développent après un divorce. Et donc, effectivement, partage des biens, en général salaire inférieur des femmes, enfin tout cela, vous vous en doutez, pose de graves problèmes de pauvreté. C'est actuellement ce qui nous inquiète le plus, la pauvreté de ces familles, et qui inquiète d'ailleurs à tous les niveaux, y compris au niveau du gouvernement. Les familles recomposées, alors celles-là sont très très intéressantes. Elles sont très intéressantes parce que pour la première fois, on voit un tiers qui débarque dans une famille avec l'exclusion d'un autre, mais un autre qui est quand même toujours là, ce qui fait qu'on est à 3, quelquefois à 4, quand les remariages se font. Et elles sont toujours extrêmement compliquées à comprendre parce que il y a une foule effectivement d'intervenants. Il y a des grands-parents d'un côté. Moi, j'ai vu quelquefois des enfants me dire, tu sais, j'ai 4, 6 grands-parents, 8 grands-parents. Alors comment tu fais ? Je me débrouille. Enfin bon, les enfants nagent un peu là-dedans. Mais c'est des familles très très intéressantes. Alors, le problème est surtout que le beau-parent, malgré les législations, il y a à peu près, je crois, 20 ans que le législateur essaie de donner un statut aux beaux-parents. En 2009, on a cru que c'était fait, parce qu'il y a beaucoup de pression, effectivement, de la part d'associations de beaux-pères, de belles-mères, etc. Et beaucoup de lobby, j'ai envie de dire, de lobby auprès des législateurs. Mais rien. 2009, on a cru que c'était fait. Ça s'appelait la loi Bertinotti. Ça donnait aux beaux-parents quelques petits droits. Le fait, attendez, des petits droits, de s'occuper de l'enfant s'il était malade, mais surtout pas de gérer son compte en banque, surtout pas d'en faire son héritier. Donc c'était une petite loi qui n'a pas pu être votée. Elle a été remise. Le Sénat a déposé je ne sais combien d'amendements, dont les beaux-parents en sont là. Et pour les beaux-pères, c'est encore plus compliqué. Parce que ils se retrouvent souvent avec leur propre enfant à la garde de la mère et dont souvent plus beau-père que père. Et ce que l'on voit dans nos cabinets de consultation, c'est souvent une grande culpabilité. Je vois davantage les enfants de ma femme, je vis davantage avec les enfants de ma deuxième femme qu'avec mes enfants. Alors si ça se passe mal entre les ex, c'est d'une complexité extraordinaire. Ce qui fait que ces familles recomposées, malgré souvent le recours à la loi, s'enferment dans des problématiques relationnelles extraordinaires et que la plupart du temps, ces recomposées ont tendance à se décomposer au bout de 5-6 ans de vie, nous disent les statistiques. Mais vous savez, les stats sont difficiles à appréhender puisque la plupart de ces familles recomposées ne sont pas mariées. Donc, c'est des gens qui vivent ensemble. Alors, il n'y a que la CAF qui peut nous donner effectivement un peu de renseignements à propos de ces familles. La CAF, puisque effectivement, elle s'occupe des familles et elle sait qui vit dans le foyer et les aides qu'elle donne. Oui, la problématique aussi du beau-père ou du beau-parent, de la belle-mère, c'est de se faire aimer par les enfants de l'autre. Et ça, vous vous doutez que c'est pas toujours facile, mais peut-être nous y reviendrons parce que nous avons fait un chapitre à ce propos. Alors, les familles homoparentales, elles existaient de fait
aussi, mais en douce, jusqu'à ce que 2013 décide du mariage pour tous. Elles existaient quand un homme ou une femme décidait de faire son coming out et de quitter son premier foyer pour aller vivre avec un homme ou une femme, selon le cas. Donc, les enfants qu'ils avaient eus d'un premier mariage allaient bien sûr faire famille avec les deux hommes ou les deux femmes de la nouvelle famille. Maintenant que le mariage est possible, tous les couples de deux hommes, de deux femmes peuvent adopter un enfant et donc faire famille. Vous vous doutez qu'elles sont effectivement assez vilipendées parce que je ne suis pas très sûre que le scandale que cause l'homosexualité et le fait de faire famille quand on est homosexuel soit obligatoirement admis par tout le monde, y compris par une certaine frange intellectuelle, et y compris par certains psychanalystes, y compris par certains psychologues et certains intellectuels qui voient une dérive possible de la nécessité de reconnaître dans une famille quelque chose de sexué avec un homme et une femme. Là aussi, nous y reviendrons. Alors, la première configuration de ces familles, où l'enfant préexiste dans un coming out, et il est l'enfant biologique de celui qui est parti, c'est un peu compliqué, ou il est le fruit de deux couples homosexuels, ou d'une PMA, vous savez ce que c'est, ou il est adopté, ou il est le fruit d'une GPA. Alors là, c'est encore pire. La PMA, vous savez que c'est une technique médicalement assistée, et la GPA, c'est une gestation pour autrui. Donc, deux, on va dire, manipulation, entre guillemets, pardonnez-moi ce terme génétique, qui permet à un couple homosexuel, femme ou homme, d'avoir des enfants. Donc, dans le cas de la GPA, l'enfant peut avoir un père biologique qui a donné son sperme, et à côté de lui, élevant l'enfant, un père adoptant. Compliqué à imaginer. Voilà, mais nous reviendrons sur tous ces problèmes dans une troisième partie. Et peut-être voir un petit peu dans le droit, puisque j'ai dit que le législateur était frileux et en retard, voir ce qui se passe. Oui. Très rapidement, quelles sont les évolutions du droit depuis 1970 ? Bon, ce qui est le plus connu, c'est la loi de 1970, qui substitue l'autorité parentale à la puissance paternelle. Bon, c'est un grand pas en avant pour les couples mariés. Elle met les deux parents à égalité. Vis-à-vis de l'autorité, ce n'est plus le père qui a l'autorité, mais c'est les deux parents. Sauf que dans cette loi de 1970, il y avait quand même quelque chose de différent. C'était pour les couples divorcés, puisque pour les couples divorcés, c'est le père qui décide, même si la mère a la garde. Donc la loi devient vite inadaptée, vous le comprenez, avec le développement des divorces, avec le développement du concubinage. Donc il y a une nouvelle loi, c'est en 1987, c'est la loi Malhuret, qui introduit l'exercice conjoint de l'autorité lorsque le couple est divorcé. Donc maintenant, on va parler, à partir de là, de résidence principale, d'exercice conjoint de l'autorité parentale, de coparentalité. En 93, je vais vite, en 93, c'est un texte sur l'égalité de traitement entre les familles légitimes et les familles naturelles, parce que jusque-là, ça n'y était pas. Donc l'autorité, la loi dit que l'autorité est exercée en commun si les parents d'un enfant naturel l'ont reconnu avant l'âge d'un an. Et la loi confère là, à l'enfant légitime ou naturel, le droit d'être élevé par ses deux parents, le juge n'intervenant pas systématiquement pour fixer la résidence de l'enfant. Alors, ce qu'on note là, à ce moment-là, c'est que souvent les pères sont évincés de leurs droits, ou bien qu'ils disparaissent d'eux-mêmes de la vie de l'enfant après une séparation. En 1994, un père sur trois ne voit plus son enfant après une séparation. Voilà. 2001, la loi instaure le congé de paternité. La loi de 2002, elle est aussi connue, c'est la loi sur la résidence qui peut être fixée en alternance. Et là, ce qu'on prend en compte, c'est la question de l'intérêt de l'enfant. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, on prend en compte le fait que un enfant doit bénéficier de la présence de ses deux parents, que c'est bénéfique pour l'enfant. Donc, c'est la loi
C'est la loi de Ségolène Royal, donc sur les droits et les devoirs des parents, mais aussi sur l'intérêt de l'enfant. La loi de 2005, c'est une loi sur la réforme de la filiation. Donc cette fois, il n'y a plus de filiation légitime et de filiation naturelle. C'est le principe d'égalité entre tous les enfants. Et ça veut dire qu'à partir de 2005, il n'y a plus de bâtards. Voilà. Et pour finir, la loi de 2013 du mariage pour tous, qui permet le mariage pour les personnes de même sexe et qui permet l'adoption. Donc en 40 ans, on est passé de tous les pouvoirs au père à la garde alternée et au mariage pour tous. D'un point de vue historique, c'est une évolution extrêmement rapide. Pour les gens qui ont vécu cette période, peut-être pas, mais d'un point de vue historique, c'est quand même une évolution très très rapide. Voilà. Alors, quelques droits, je vais vous donner quelques droits spécifiques à l'enfant. Évidemment, nous avons en France, heureusement, un système social d'aide très développé avec les allocations, les services sociaux gratuits, les PMI, la pédiatrie, la psychiatrie. Pour les conflits, l'aide judiciaire, le JAF, qui est le juge aux affaires familiales, et les médiateurs. Et un recours, quand même, quand ça se passe très mal, à la déchéance parentale si les enfants sont maltraités. Puis tous les services, je pense qu'il doit y en avoir que manient avec beaucoup de justesse, d'ailleurs, les travailleurs sociaux. Donc, effectivement, ce bilan législatif est extrêmement rassurant quant aux droits de l'enfant, mais hélas, l'application des lois est moins évidente. Vous savez que les tribunaux sont toujours extrêmement encombrés, qu'en cas de conflit, la justice peine à se faire entendre, et surtout que les faits la devancent, c'est-à-dire que les gens n'attendent souvent pas que la loi bouge pour, heureusement, peut-être, certainement, ils n'attendent pas que la loi bouge pour faire. Donc on se retrouve avec des faits accomplis qu'il faut régler. C'est le cas, par exemple, nous y reviendrons aussi certainement, pour tous ces enfants faits par GPA à l'étranger, qui n'ont aucun statut en France et qui étaient apatrides, et que l'on vient maintenant, grâce à la Cour des droits de l'homme, d'autoriser à devenir français. Mais vous voyez, il y a toujours le fait avant la loi, et on a l'impression que la législation court après les faits et entérine ce qui déjà se fait ou ce qui est logique d'être fait. Bon, vous dire quand même, avant de conclure cette partie, avant de passer à quelque chose de plus... qu'aucun modèle familial n'est exempt, parce qu'on a parlé des monoparentales, des familles recomposées, des familles qui à problème et qui sont auscultées comme étant à problème. Aucun modèle familial ne garantit le bonheur. Et que s'il était vrai que pour être heureux, élever des enfants, il fallait un père, une mère et des enfants, ça se saurait. Dans nos cabinets, on a autant d'enfants à problème et de familles à problème dans les familles nucléaires et que dans les familles recomposées, homoparentales, monoparentales, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas du tout stigmatiser ce genre de famille, parce que des parents qui ne s'entendent pas dans une famille nucléaire, ce n'est pas une bonne chose, vous vous en doutez, pour le développement psychologique de l'enfant. Des familles où il y a beaucoup de violence, et Dieu sait si on en a vu dans notre vie professionnelle, ce n'est pas non plus quelque chose de très bien pour élever un enfant. Quant à dire, si vous voulez, que les homosexuels n'ont pas les capacités pour élever les enfants, ça reste aussi à démontrer. Voilà, donc une petite conclusion sur cette partie-là, avant de passer à ceux qui inquiètent beaucoup les psys, et qui est un essai de définition de la fonction parentale. À toi. Voilà. C'est une question un peu plus difficile. C'est pour nous aussi, ce que nous appelons les fonctions maternelles et fonctions paternelles. Est-ce qu'il faut parler de fonctions maternelles et de fonctions paternelles aujourd'hui? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas finalement parler de fonctions parentales? Bon, c'est un vrai débat. Bon, mais nous, on soutient effectivement qu'il existe une fonction maternelle, qu'il existe une fonction paternelle, et on va essayer de les définir. D'abord, la fonction maternelle. Et vous vous dites que c'est moi qui m'y colle, parce que dans la distribution des rôles, c'est moi qui ferai la fonction maternelle. Alors, allons-y. Et on a la fonction maternelle, pour nous, ça ne veut pas dire exactement le rôle, la place ou le statut de la mère. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué que je vais essayer de vous dire.
Le rôle de la mère, on le connaît, vous le connaissez tous. Hein. C'est un rôle magnifique, magnifié, dont les poètes, les écrivains ne se privent pas d'en raconter la beauté. En fait, si on remonte un petit peu en avant, et c'est intéressant de le faire, la mère n'a pas toujours été une bonne mère. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe dans la théogonie d'Hésiode. La théogonie d'Hésiode, si vous le savez, c'est l'histoire des dieux de l'Antiquité. Alors voilà ce qui est dit. La première mère, c'est Gée, ou Gaïa, hein, et vous allez voir que cette mère-là, elle est loin d'être recommandable. D'abord, elle fait un enfant toute seule. Alors, vous voyez un petit peu l'allusion, ou plutôt le rapprochement que nous pouvons faire avec certains couples ou certaines personnes qui font un enfant toute seule. Ça existe, hein, ça. Qui ne veulent pas de père, s'entend. Il y avait peut-être la Vierge Marie, mais je n'oserais pas parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Une fois cet enfant fait, elle se lie avec cet enfant qui s'appelle Ouranos, et elle a avec lui de nombreux enfants, dont les Cyclopes, les Centimanes et les 12 Titans. Puis lassée de lui, puisque c'est une mauvaise mère, vous voyez, ça c'est nouveau, elle le fait émasculer par son dernier fils Cronos. Vous voyez, il y a encore un meurtre de père, hein, vous verrez après avec l'Oedipe. Et effectivement, elle franchit ainsi les deux choses totalement interdites, l'inceste et le parricide. Voilà, dans cette mauvaise mère. Donc, petit à petit, on oublie ça, on oublie cette première histoire et on passe à la bonne mère, celle qui est celle de la fertilité, celle qui est nourrissante, celle qui est bonne, celle qui est toujours tendre. Et là, effectivement, Marie, mère de Jésus, peut bien représenter tout ça, ainsi que si vous les regardez, les Madones de la Renaissance, qui regardent le bébé Jésus, avec des yeux d'une tendresse extraordinaire, prête à tous les sacrifices. Voilà quel serait le rôle de la mère. Alors, il y a quelques années, il y a eu des batailles autour de ça. D'abord, on a dit le rôle de la mère, c'est quelque chose d'inné. Et puis, Elisabeth Badinter est venue, elle a dit non, c'est pas inné, l'instinct maternel, ça s'acquiert. Voilà. Alors, au milieu de toutes ces définitions, vous choisirez celle qu'il vous plaît. Mais dans la réalité, moi, je vais vous dire que la plupart du temps, et vous le savez, pour l'avoir quelquefois expérimenté, la mère et l'enfant, c'est quand même une interaction extraordinaire et assez magnifique. Deux choses que vous savez aussi, c'est qu'elle a porté cet enfant, ce qui crée des liens, qu'elle l'a nourri, ce qui crée encore plus des liens, et ce qui, elle l'a aussi, elle l'a protégé. Et quand il naît, on voit bien que pendant quelque temps au moins, ces deux-là sont fusionnels, ne serait-ce que parce qu'elle le nourrit. Donc, pas toujours. Oui, mais le biberon, c'est pareil. Voilà, ça, c'est bien la réflexion d'un homme. Si elle ne le nourrit pas de son sein, le biberon, c'est la même chose. Donc, elle est la première interlocutrice et pendant très très longtemps, le bébé ne va s'occuper de rien d'autre que d'elle. Ce moment va durer jusqu'à ce qu'elle ose ce que l'on appelle en psy s'absenter, c'est-à-dire le laisser quelques moments, le laisser pleurer. Et à partir de là, elle introduit de la frustration chez ce bébé et on pourrait dire que la seule chose qu'elle va être obligée de faire, c'est de se séparer de lui. Et c'est ce que Freud recommande, entre guillemets, m'en recommande, puisqu'il nous dit, dans le complexe d'Oedipe, l'homme doit s'éloigner, le petit garçon doit s'éloigner de la mère, et la petite fille doit s'éloigner de la même façon de la mère. Donc, voilà ce vilain monsieur qui, à cause du complexe d'Oedipe, éloigne le bébé de la mère et nous dit maintenant, il faut qu'elle introduise la place du père. C'est une des grandes lois et obligatoire pour décidérer l'enfant et la mère. Il faut que la mère fasse appel au père. Et c'est lui qui va séparer cette dyade maudite. Ça va ? Plus qu'une fonction, note Julie Kristeva, entre ces deux-là, c'est une passion.
Et elle reprend cette idée de passion maternelle, en regrettant d'ailleurs que Freud et Lacan aient accordé beaucoup plus de temps à étudier ce qui est la fonction paternelle que la fonction maternelle. Retenons le rôle évidemment de l'inconscient dans cette histoire-là, qui aidera ou pas, mais le drame serait de ne pas se désidérer, le mot n'est pas de moi, hein, il est de Lacan, et de rester attaché à l'enfant et d'en faire son enfant idéal, survalorisé et donc à partir de là, obligatoirement défaillant. Je renvoie encore à Romain Gary qui a raconté dans La promesse de l'aube à quel point une mère pouvait empêcher de vivre plus tard, puis il y en a d'autres, hein, vous savez, la fonction paternelle. Alors, on va faire un appel rapidement, mais on va faire appel à la fois à l'histoire, à la psychanalyse et à la psychologie de l'enfant. Bon, aujourd'hui, il y a un discours anxiogène qui dit il n'y a plus d'autorité, les pères n'ont plus d'autorité, c'est la décadence, hein, la famille c'était mieux avant. Donc ce discours entretient une inquiétude permanente et dramatise les évolutions historiques. On est toujours dans le c'était mieux avant. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce discours sur le déclin ne date pas d'aujourd'hui. On le retrouve à différentes périodes historiques. On le retrouve dans l'Antiquité, on le retrouve un peu plus tard, on le retrouve par exemple chez Balzac. Hein. Dans l'Antiquité, par exemple, Hésiode écrivait « les enfants n'écoutent plus leurs parents, la fin du monde peut être loin ». Ou Platon qui dit « lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, c'est le début de la tyrannie ». Bon. Balzac est encore plus carré et il dit la patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. La société, le monde roule sur la paternité. Tout s'écroule si les enfants n'aiment pas leur père. Bon, le décor est posé, hein, c'est effectivement le père, c'est le pater familias. Donc je vais dire quand même quelques mots puisque on a une société avec des origines chrétiennes, on nous dit, mais il y a quand même aussi des origines gréco-latines. Hein, voilà. Jusqu'à une époque récente dans les sociétés méditerranéennes, la femme était, je vous apprends rien, fortement sous la dépendance de l'homme. Bon, petite fille, elle était gouvernée par son père, et puis femme par son mari. Bon, c'est le modèle patriarcal hein, de la civilisation grecque et romaine. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que pour le pater familias, le père a tous les pouvoirs. Le père a le pouvoir de vie et de mort sur l'enfant. Il peut vendre l'enfant. La notion de majorité n'existe pas. Hein, le fils romain garde son statut de fils jusqu'à la mort du père. Et il devient pater uniquement à ce moment-là. Bon, les relations père-fils, vous en doutez, sont faites de sévérité. Et c'est la mère qui s'occupe, qui élève les filles. Donc ce père romain, c'est important de voir ça parce que on vient quand même de là, est tout puissant, il transmet le nom, l'héritage, et bien sûr la paternité s'inscrit uniquement hein, dans le cadre du mariage. Alors, la Révolution française va abolir cette puissance paternelle, mais c'est le Code civil de Napoléon en 1804 qui va rétablir cette puissance paternelle. Mais en fait, ce qu'on va dire, c'est que le 19e et le 20e siècle verront le démantèlement progressif du patriarcat. Et c'est dû, bien entendu, aux conditions économiques, à l'évolution économique des sociétés. C'est-à-dire qu'on passe à ce moment-là, au 19e et 20e siècle, d'une société rurale à une société industrielle. Les besoins économiques font que la famille, la seule éducation familiale, n'est plus possible. Le travail éloigne les membres de la famille. Et puis, il y a autre chose. Il y a la question, effectivement, des guerres qui, on va dire, accélèrent la décadence du modèle patriarcal. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite, alors, à ce moment-là, la paternité, elle devient une fonction. C'est plus un pouvoir, hein, c'est plus le pater familias. La paternité, c'est une fonction. Et avec l'opposition classique hein, entre la mère qui est du côté de la nature, de la tendresse, et le père qui est du côté de la culture et de l'autorité. C'est à la mère que revient la responsabilité de la petite enfance. Tous les psychologues, tous les psychanalystes partagent ce point de vue. Hein. Spitz, Bowlby, Winnicott, qui sont des grands cliniciens de l'enfant, ne s'intéressent qu'à la relation mère-enfant, mère-bébé.
personne ne s'intéresse à la relation père-enfant, bien sûr. Le bon père, tu as parlé tout à l'heure des bonnes mères ou des mauvaises mères, mais le bon père, par exemple, pour quelqu'un comme Henri Vallon, qui est quand même un grand psychologue de l'enfant, le bon père, c'est le père doit incarner l'autorité. Voilà, s'il n'y a pas d'autorité, évidemment, si l'autorité fait défaut, alors Vallon nous dit que la personnalité de l'enfant en sera affectée. Bon. On a dit tout à l'heure les changements, parce que c'est les plus importants pour nous aujourd'hui, qui s'étaient produits dans les années 60-70. On va pas y revenir. Alors, la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On va dire quelques mots de Freud et quelques mots de Lacan, sans que ce soit peut-être trop compliqué, mais il faut bien dire certaines choses. Bon, Freud, vous le savez, a inventé la sexualité infantile et le complexe d'Oedipe. Tout le monde, ou presque, a entendu un jour, les enseignants peut-être surtout, mais je crois que tout le monde a pu entendre ça, un petit garçon qui dit « je veux me marier avec maman ». Quand il dit ça, le petit garçon prend sa mère, pour utiliser les mots de la psychanalyse, comme objet d'amour et voudrait prendre la place du père. Mais le complexe, c'est ça le complexe d'Oedipe, mais le complexe d'Oedipe va disparaître avec un autre complexe qu'on connaît moins, qui s'appelle le complexe de castration, et qui désigne cette interdiction de l'inceste dont la fonction du père est porteuse. Donc le père, pour Freud, est bien désigné comme le père qui interdit. Il est l'agent de la castration. Et pour reprendre ce qui est dit, il interdit la mère à l'enfant, il faut l'entendre évidemment de façon symbolique, au niveau de la jouissance et pas de la réalité, il interdit la mère à l'enfant et l'enfant à la mère. C'est en tout cas le processus d'un Oedipe ordinaire. Et dans cette position d'interdiction, effectivement, le père pousse l'enfant vers d'autres personnes, et notamment vers tout ce qui est social, vers le savoir, vers tous les investissements sociaux, que ce soit l'école, que ce soit le sport ou autre chose. Voilà. Alors, vous pourriez dire, oui, Oedipe chez la fille. Alors moi, je vous dirais que la théorie freudienne, pour moi, est moins probante pour la fille, parce que l'amour pour le parent de l'autre sexe et la haine pour le rival de même sexe n'interviennent de façon nette que chez le garçon. Donc, on va passer, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Bon. Lacan, maintenant. Alors, Lacan, il va introduire ce qu'on appelle la fonction symbolique du père, avec deux concepts importants, la nomination et la séparation. Bon, la nomination, on comprend à peu près ce que c'est. Le père doit être, nous dit Lacan, reconnu et désigné par la mère. Dit autrement, c'est le discours de la mère qui fait le père. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Finalement, le père n'a pas besoin d'intervenir auprès du bébé, puisque c'est la mère symboliquement qui nomme le père. Voilà. Et Lacan nous dit que ce n'est pas au niveau des conduites paternelles qu'il faut se situer. La présence ou l'absence du père, pour Lacan, ça ne détermine pas la formation du complexe d'Oedipe. Bon, on se passe de la présence concrète du père avec Lacan. On y reviendra tout à l'heure. Après la nomination, c'est le concept de séparation. Bon, pour Lacan, il appartient au père de venir mettre un terme, tu l'as abordé, à la relation fusionnelle que la mère entretient avec le nourrisson. Faute de quoi, cette relation deviendra pathologique. Donc, le père entre en scène comme tiers séparateur, comme tiers de la parole, comme tiers du langage. Voilà. Le père est du côté des interdits et des limites. Et quand on parle de l'interdit de l'inceste, il faut l'entendre au sens large. C'est-à-dire qu'il y a la question de la différenciation sexuelle, mais pas seulement. Il y a aussi la question de la différenciation générationnelle. Je crois que ça, c'est important. Donc, pour résumer, la fonction du père, pour Freud et Lacan, c'est séparer et interdire. Bon, fonction symbolique, donc, qui se passe de la présence du père concret. Mais ce positionnement, pour moi, en tant que clinicien, me paraît pas totalement satisfaisant. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a la question de la transmission. Nous avons dit en début que la fonction de la famille, c'était de transmettre. Bon, transmettre, ça concerne bien évidemment le père.
un patient me disait, parlant de son père, « Mon père ne m'a rien appris ». Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ce que disait ce patient, c'était « Mon père, moi je l'entends comme ça, mon père ne m'a rien donné, mon père ne m'a rien transmis ». Et pour le psychanalyste italien Massimo Recalcati, il y a un père, il est lacanien, mais il dit il y a un père interdicteur, mais il y a aussi un père donneur. Alors peut-être que c'est rassurant pour les pères, effectivement, mais il y a aussi un père donneur qui va permettre la transmission, un père donneur qui n'interdit pas. Le père n'est pas seulement dans l'interdiction, mais qui transmet. Et que transmet le père? Recalcati nous dit le père transmet le droit de désirer son propre désir. Le droit de désirer son propre désir. Alors, pour expliciter un peu, je vais reprendre un mot d'une patiente qui disait « Mon père m'a manqué pendant mes études pour l'orientation ». Bon, c'est une phrase banale, mais ce qu'elle évoque, cette dame, c'est quoi? C'est les choix qu'elle avait à faire et le manque du père dans ses choix, c'est-à-dire le manque du père dans le soutien de ses désirs. Voilà, c'est par là qu'on peut retrouver la formule un peu difficile, le droit de désirer son propre désir. Voilà. Alors, la transmission, bien entendu, elle peut être entravée. Là, on peut penser au père de Kafka. Kafka qui, dans la fameuse lettre au père de 1952, écrit, en parlant de son père, « Ton corps suffisait à m'opprimer, il y a quelque chose d'anormal entre nous, j'aurais été heureux de t'avoir comme ami, comme chef, comme oncle, comme beau-père, mais tu étais trop fort pour moi. » On peut dire là qu'effectivement, la transmission, il y a un échec, effectivement, de la transmission. Bon, voilà. Donc, pour nous, on peut reprendre ce que disent Freud et Lacan pour l'interdiction, la séparation, mais il y a quand même la question aussi du père qui n'est pas seulement interdicteur et du père qui transmet effectivement quelque chose. Un autre élément de réflexion sur la question paternelle, beaucoup plus récent, ce sont les travaux de la psychologie de l'enfant. Bon, j'ai fait mes études à Toulouse, donc je me réfère aux travaux de Jean Le Camus et de son équipe. Donc c'est des travaux récents des années 80-90. Que montrent ces travaux? Ils montrent deux choses. D'abord, que la figure du père peut devenir, pour le bébé, une figure d'attachement fiable. Jusque-là, on pensait que pour le bébé, il n'y avait qu'une seule figure d'attachement, c'était la figure de la mère. Bon, les travaux montrent, alors on peut les contester, bien entendu, que la figure du père peut devenir une figure d'attachement fiable pour un bébé. Deuxième chose que montrent ces travaux, peut-être plus compréhensible, c'est qu'une présence du père dans la petite enfance auprès d'un enfant a des effets bénéfiques, heureusement, mais les études montrent que c'est des effets bénéfiques à la fois sur la motricité, sur le langage, sur la socialisation, sur la relation aux autres. Bon, je vous détaille pas ici les résultats de la recherche. Ce que nous dit Jean Le Camus, c'est que le père doit s'impliquer auprès de l'enfant dès le début, qu'il n'y a pas un âge du père et un âge de la mère. Bon, ce que je partage moi totalement, et je soutiens effectivement la présence précoce du père auprès de l'enfant, que le couple soit séparé ou non. Voilà, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, possibilités. Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, la place du père n'est plus déterminée. On n'est plus dans la suite du pater familial, c'est beaucoup plus compliqué. On est dans une période de changement, dans une période de bouleversement. Et les modèles anciens sont remis en question. Pour reprendre une formule célèbre, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on ne naît plus père, mais qu'on le devient. On assiste à une multiplication des hommes en position de père. On peut avoir un père géniteur, on peut avoir un père légal, on peut avoir un père éducateur, on peut avoir un père nourricier, un père spirituel, dont on peut trouver toute une série, effectivement, d'adjectifs pour accoler au père. Marcel Ruffo, dans son bouquin « Chacun cherche un père », parle, ce qui, moi, me paraît intéressant, de père de substitution. Il parle aussi de supplément de père. Il dit, ces pères de substitution, le père de substitution, il ne prend pas la place du père, mais sait accomplir le geste que celui-ci ne peut plus faire.
Alors, ça nous a fait penser à Albert Camus, hein, quand dans Le Premier Homme, il écrit la lettre à son instituteur, Monsieur Germain, quand il vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Et Camus écrit « Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et sans votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Bon, pour moi, on est bien dans la transmission. Bon, il y a la question de l'enseignement, mais il y a aussi autre chose, il y a la transmission du désir. Il y a la transmission par l'exemple qui est donné. Voilà ce que nous indiquent à la fois les exemples pris avec Marcel Ruffo et aussi ce que je viens de dire là, c'est que la fonction paternelle peut être assumée par d'autres personnes que le père géniteur, bien entendu. Dans une famille africaine, par exemple, elle est élargie aux oncles, aux tantes, qui ont chacun un rôle. L'enfant se construit dans une famille monoparentale. L'enfant se construit dans une famille homoparentale, où certainement il rencontrera ses pères de substitution ou ses suppléments de pères. Ce qui ne veut pas dire que dans ces familles-là, il n'y aura pas d'autres questions qui seront posées, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Vous voyez que la fonction paternelle est bien sûr plus complexe que la fonction maternelle, puisque la fonction maternelle, elle est quasiment biologique, hein, puisque c'est quand même la mère qui fait les enfants, et qu'on n'a pas besoin de chercher qui est la mère. La mère, on sait qui elle est. Et donc, à partir de là, quand même, ça simplifie bougrement le questionnement. Avant de passer au débat peut-être et aux questions que vous aurez à nous poser, nous avons listé quelques repères, ou plutôt quelques questions repères, et qui se posent inévitablement devant ces nouvelles constructions aux thérapeutes et à chacun de nous. Alors la première que nous allons dire, c'est que le biologique ne fait pas un parent. Ensuite, nous dirons quelques mots sur la question de la séparation et la question de la place de chacun. Tu veux que je fasse la séparation avant ? Comme tu veux. Pour te laisser reposer un peu, puisque tu as vu le grand. Alors, la question de la séparation. Bon, il y a quelque temps, le divorce, on ne voulait pas en entendre parler, c'était une honte. Ça a beaucoup changé, mais c'est toujours un échec, et ressenti comme un échec. Nous vous donnons là nos appréciations de thérapeutes, hein, c'est ce que l'on entend dans nos cabinets. Parce que même si on fait les fanfarons, même si on peut se dire on a le droit, il reste toujours quelque chose comme un ratage qui s'exprime dans nos cabinets et qui s'exprime dans les thérapies que nous conduisons. Bien sûr, on a dit tout à l'heure que les causes de ces divorces étaient, on le dit, hein, les sociologues le disent aussi, l'individualisme, l'égoïsme et le narcissisme, c'est-à-dire que l'on veut tout, on veut être heureux, on veut de l'amour, et on se ficherait pas mal de détruire ce que l'on a construit, etc. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et à part les divorces évidemment terribles où il y a des viols, des violences ou des choses comme ça, la plupart du temps, ce sont des désaccords dont certains disent que l'on pourrait faire son affaire. Mais on n'en est pas là. Les femmes travaillent, elles sont indépendantes, elles ne veulent plus être obligatoirement dans ce pouvoir des hommes. Et si vous voulez, tout le monde peut trouver dans son divorce une explication rationnelle et raisonnable. Les enfants, là-dedans, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents, bien évidemment, mais ils s'en sortent. Alors là, nous avons quelques différends avec mon ami. La plupart du temps, moi, je trouve qu'ils s'en sortent relativement bien. Et qu'ils ont en eux énormément de ressources. Alors, évidemment que tout dépend de l'âge, évidemment que tout dépend de la condition sociale, évidemment que tout dépend de comment sont les parents, s'ils continuent à être de bons parents. Évidemment qu'un enfant que le père abandonne, parce que comme ils me disent quelquefois, ou comme ils m'ont dit, « Oh là là, c'est trop compliqué, mon ex-femme est une emmerdeuse, c'est trop compliqué. » Alors, évidemment que selon les personnages et la qualité des parents, leur vie peut être plus ou moins facile ou plus ou moins facilitée. On a parlé tout à l'heure de la garde alternée, peut-être vous aimeriez savoir. La garde alternée marche
alors qu'elle a été critiquée par les jurys, enfin par les juges, surtout les JAF, et par les psychologues pendant très très longtemps. Elle marche quand les parents s'entendent et quand les foyers ne sont pas éloignés. Les foyers, qu'ils soient monoparentaux à ce moment-là ou recomposés, ne sont pas trop éloignés. Les enfants, moi je les trouve formidables parce qu'en général ils s'en sortent bien. Vous savez, les institutrices disent il y a le vendredi des pères, ça veut dire que le vendredi, certains vendredis, les enfants arrivent à l'école avec le sac à dos pour vivre la semaine chez la mère. Hein. Alors, je trouve que quand même, ils ont beaucoup de réactions positives et qu'ils s'en sortent pas trop mal. Encore une fois, si les parents s'entendent bien. Donc, que disent les statistiques ? Les statistiques disent, enfin, j'ai lu ce matin quelque chose sur les statistiques américaines, puisque c'est eux qui produisent le plus d'études sur l'état des enfants. On a moins d'argent en France, alors on fait moins d'études. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit que les enfants s'en sortent bien si les enquêteurs sont d'accord avec le divorce et qu'ils s'en sortent mal si les enquêteurs ne sont pas d'accord avec le divorce. Vous voyez ce que ça veut dire ? Vous voyez que les testeurs, là, sont accusés effectivement de partialité. Voilà ce qui se dit. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, ici ? Pour les enfants de moins de 5 ans, quand même, on a relevé un fort sentiment d'insécurité avec souvent des régressions. Entre 6 ou 8 ans, ce que l'on voit dans nos cabinets, c'est la peur d'être abandonné. Entre 9 ou 12 ans, où l'appréhension de la réalité est meilleure, il y a des alliances souvent avec le parent qui est dit avoir subi ce divorce. Et beaucoup de psychosociologues ont inventé un joli terme qui s'appelle l'histoire de la loyauté. Hein. C'est-à-dire que les enfants sont loyaux avec leurs parents. Et quand dans les familles recomposées, il y a un problème, ils défendent toujours le parent, même si ce parent les a abandonnés, oubliés, etc. Hein. C'est celui qui est le plus en difficulté. Voilà, c'est le plus en difficulté, qui est choisi en général et qui est d'une certaine façon préservé. Je trouve que c'est formidable que les enfants sachent faire ça. Bon, ils ont bien le temps d'apprendre après la vérité ou des vérités, je ne sais quoi. Voilà, alors quant à l'amour, tu en as dit un mot tout à l'heure. Là aussi, c'est le philosophe Pascal Bruckner qui nous a appris que ce n'était pas du désamour, les divorces, mais qu'au contraire, c'était une valorisation de l'amour. Quand on se mariait parce qu'on vous avait choisi sans amour, parce qu'il fallait, etc., ce qui était le cas, je crois, de ma grand-mère, on ne se demandait pas s'il m'aime toujours, est-ce qu'il m'aime toujours, est-ce qu'il s'occupe assez de moi. On était là, pointe à la ligne, on avançait. Alors que maintenant, il paraît que l'on veut de l'amour, du vrai amour, des marques d'amour, etc. Et que c'est pour ça que l'on s'en va. Donc, quand vous parlerez de divorce, dites-vous bien que quelquefois, c'est au nom de l'amour, parce qu'on a rencontré une autre représentation, une autre personne dont on est amoureux, que l'on s'en va. Donc, vous voyez, c'est pas que l'amour s'en va, c'est que l'amour, au contraire, devient une obligation, une exigence pour que le couple fonctionne. Il faudrait être plus raisonnable, peut-être. Évidemment, on l'a dit déjà dans le cas des familles monoparentales, un divorce signe toujours, si ce n'est du conflit, au moins un appauvrissement. On partage à ce moment-là. Et alors, refaire couple peut gêner la famille recomposée. Nous avons tous vu dans nos cabinets des hommes venant nous dire « je ne peux plus donner suffisamment d'argent à mes deux, l'ex-couple, et le nouveau ». Donc, effectivement, des appauvrissements de couple et des difficultés souvent, effectivement, quand on a des difficultés financières, on a aussi parfois beaucoup de difficultés autres. Je crois qu'à propos du divorce, je vous ai à peu près tout dit. Sur la souffrance, peut-être quelques mots sur la souffrance, et puis peut-être, pour aller dans la question de la perte et du deuil, qui est à peu près semblable. Pour tout ce monde-là, les enfants, les divorcés, etc., il y a quand même, il faut résoudre le problème du deuil. Le deuil de la famille normale, le deuil de la famille unie, le deuil de cette espèce de mythe qui fait que le bonheur, c'est effectivement l'image que vous voyez à la télévision autour du banania le matin, et c'est pas des couples séparés qui se disputent, etc., pour une pension alimentaire ou pour la garde des enfants.
La garde alternée, on en a parlé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être la norme que nous imposons, nous, ceux qui ne sommes pas divorcés, les éducateurs, les psys, etc., nous faisons peser sur ces familles. Je lisais il n'y a pas si longtemps que des enfants de couples homoparentaux, c'est-à-dire avec 2 hommes, racontaient que quand on leur demandait avec qui ils vivaient, ils essayaient de tricher sur le prénom. C'est-à-dire, je ne sais pas, de mettre un prénom qui soit à la fois masculin et féminin pour pas que les petits copains à l'école sachent que le copain de papa, c'était je sais pas quoi, Alain, ou je sais pas quoi, où il faudrait trouver Camille peut-être, voilà, et que ce n'était pas un homme ou que ce n'était pas une femme. Donc vous voyez que ces enfants quand même souffrent de l'image et certainement de ce qu'ils pensent que nous pensons d'eux, dont nous, thérapeutes, nous devons quand même être très vigilants quant à ça, et ne pas nous non plus nous engluer dans des problèmes de normes, ce qui effectivement existe aussi, puisque nous sommes des thérapeutes, mais nous sommes aussi des gens qui vivons avec vous, comme vous, etc. Peut-être tu peux faire la place, le problème de la place. D'abord, la question des origines. Ah, des origines, oui. C'est une question effectivement très importante qui est utilisée parfois de façon polémique, où on peut dire que, par exemple, des enfants, pour poursuivre ce que tu dis, dans une famille homoparentale, vont être confus sur la question des origines. Pas du tout. Les études montrent, par exemple, que les enfants de familles homoparentales ne vont ni plus mal, ni mieux que les enfants dans une autre famille. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres questions qui se posent. Bon. Et la question des origines, c'est vrai que c'est une question essentielle, quelles que soient les familles, pour mener un travail psychologique. Parce que l'origine, c'est pour un enfant, c'est essentiel pour se construire, pour se rattacher à un groupe, pour construire ce sentiment d'appartenance. Et la question nouvelle aujourd'hui, c'est que l'enfant n'est plus forcément issu de la sexualité de ses parents. Voilà. Moi, je redirais qu'aucune structure familiale ne constitue une garantie pour le développement de l'enfant. Un enfant peut être détruit dans n'importe quel type de famille. On connaît les névroses, les romans du 19e, 20e siècle, mais la réalité aussi des psys, les névroses de la famille traditionnelle, la maltraitance, la violence, les traumatismes, etc. Ce qui prime, moi je dirais, c'est la qualité du lien. Ce qui ne veut pas dire que chaque situation familiale, je le redis parce que c'est important, ne pose pas un certain nombre de questions. Donc, pour revenir sur la question des origines, un enfant disait « J'étais où quand je n'étais pas né ? J'étais rien. C'est comment quand on n'est pas dans le ventre de maman ? On attend où ?» Oui, la salle Voilà. d'attente. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est la question évidemment de la procréation. Oui, la Voilà. salle d'attente. C'est la question de l'histoire de la famille et c'est très important que ce soit très clair pour un enfant de se situer d'ailleurs au-delà même du transgénérationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes de filiation sont moins lisibles, c'est une réalité. Les fratries peuvent réunir des frères et des sœurs d'origines différentes. Voilà, des enfants sont élevés aujourd'hui par un père ou une mère non biologique. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la mère ne se nourrissait pas forcément son enfant aussi. Voilà. Donc, la question des origines pour les enfants adoptés, par exemple, peut rester douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent, bon, c'est un point de vue, pour ce que je travaille le plus souvent, il y a souvent une idéalisation du lien biologique. Si les parents adoptants se demandent en permanence s'ils sont les vrais parents, alors l'enfant peut s'engouffrer dans cette faille. Donc la question des origines est importante, mais elle n'est pas sans risque de dérive, et elle peut être aussi un obstacle à la construction de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de parent idéal qui serait à rechercher. Il n'y a pas d'ailleurs qui serait moins angoissant, où les blessures de l'enfance n'existeraient pas. Donc, imaginez l'origine comme quelque chose qui
qui renfermerait toutes les réponses d'aujourd'hui, c'est s'aliéner dans un système de causalité. Prendre acte que la séparation avec les parents a lieu, de manière irréversible, permet bien souvent d'aller de l'avant. Et voilà. Et c'est la loi d'ailleurs qui dit ça, et je crois que c'est très important. Bon, je termine avec une autre question importante pour le travail des psychologues, c'est la question des places de chacun dans toutes les familles. L'enfant a besoin de repères, de limites. Cela signifie qu'il a besoin de places bien définies. Les parents sont des parents et ne sont pas des pères, et ceci, quelle que soit la composition familiale. Un enfant n'est pas un confident pour ses parents. Donc la question des limites des interdits se pose dans toutes les familles. Dans les familles pluricomposées, la différence des générations, par exemple, peut se réduire et effectivement, il faut y être attentif. Bon, la place du beau-parent est à construire. Elle n'a pas d'existence, tu l'as dit, juridique. Est-ce que le beau-parent est un père ou une mère de substitution? Bon, tu nous diras peut-être après, Michel. Mais moi, je dirais qu'il a plutôt un rôle spécifique de parent, dégagé de certaines missions parentales. Et que peut-être il peut adopter une position plus libre qui peut faciliter la communication. Mais la question des places est déterminante. Juste une petite vignette clinique. Thomas, un garçon de 12 ans, me dit « J'ai fait du ménage à la maison, ma sœur et mon beau-père ne font rien. » Bon, c'est intéressant, bon, la vignette est très courte, mais qu'est-ce qu'on voit dans ce que dit Thomas? Bon, peut-être parce que moi je le connais davantage, c'est qu'il n'y a pas de différenciation générationnelle chez Thomas. Tout le monde est au même niveau. Il n'a pas intégré les différences de génération. Bon, vous remarquerez qu'il ne parle pas de sa mère. Voilà, parce qu'effectivement, il y a sa mère, et après, ils sont tous alignés dessous. Voilà, c'est ça. Bon, un autre exemple, un enfant de 10 ans qui reproche à son père de préférer le fils de sa compagne. Alors le père dit, maladroitement, il dit « je ne fais pas de différence ». Et évidemment, le garçon dit « si tu ne fais pas de différence, c'est que tu en fais. Parce que lui, c'est pas ton fils. » Voilà. Bon, je trouve que cet enfant pose bien aussi la question, qu'est-ce qu'une place de père ou qu'est-ce qu'une place de beau-père? Et il y a, pour finir sur les places, la place des grands-parents, qui ne sont pas les parents de l'enfant. Une mère dit à son fils, si tu continues à être insupportable, je t'amène chez papy. Bon, évidemment, bon, ça fait sourire, mais à ce moment-là, cette dame, cette mère, n'est pas à sa place de mère, mais plutôt dans une position, on va dire, de fille, pour simplifier. Parce que la question des places, c'est pas si simple à résoudre. Ça pose la question du remaniement psychique. Pour passer d'une place de fils à une place de père, et pour passer d'une place de fille à une place de mère. C'est pour cela que c'est pas si simple. Et c'est pour cela que les conseils suffisent pas, bien souvent. Voilà. Mais c'est une question essentielle pour nous, dans le travail que nous menons, aussi bien avec les enfants, évidemment, qu'avec les adultes. Alors, juste avant de conclure, peut-être une toute petite remarque aussi sur l'enfant adopté dans les familles homoparentales. Puisque tu viens de parler des places et des fonctions à remplir, beaucoup de psychanalystes insistent sur le danger que présente le couple homosexuel comme semblable au couple hétéro et réaffirment que l'enfant peut avoir besoin de parents de sexe différents pour se construire. C'est des données qui choquent beaucoup actuellement et qui sont chez nous énormément débattues. Ils disent qu'il faut se garder de vouloir l'enfant, c'est-à-dire c'est-à-dire aller presque acheter un enfant. C'est un peu comme ça que c'est posé, comme un objet, et que l'amour pour élever un enfant n'est pas suffisant, puisque à ces critiques-là, toutes les associations homosexuelles, etc., répondent, homoparentales, répondent, mais nous avons de l'amour à revendre, et nous allons les aimer. Et ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils n'ont pas besoin de
personnes différenciées sexuellement. Alors là, c'est un grand débat, peut-être il Parce vous qu'il y a intéresse. aussi des pères ou des mères de Ouais, substitution. de substitution, voilà. Alors, évidemment, nous sommes questionnés sur de nombreux points de vue. Hein. Qu'est-ce qu'un désir d'enfant? Qu'est-ce qu'une adoption? Et est-ce que nécessairement, on a besoin de différencier les sexes? Un père, un homme, une femme, qui devient un père, une mère. Ou est-ce que deux pères et deux mères peuvent être, entre guillemets, tolérables? Voilà, c'est une interrogation auquel nous ne saurions pas répondre. Ni l'un, ni l'autre. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour terminer? Et très brièvement, les deux nouveautés sont effectivement la procréation médicale assistée, elles nous viennent de la biologie, hein, et la gestation pour autrui. Et ces deux problèmes qui effectivement changent tout à fait le principe même de la conception interrogent parce qu'ils ne sont pas sans effet ensuite. Vous voyez bien, que peut-on dire à un enfant qui a été porté par une mère porteuse à l'étranger, puisqu'il faut rappeler que la PMA est permise en France, mais la GPA ne l'est pas, dont les hommes ou les femmes qui n'ont pas d'utérus et qui veulent avoir des enfants sont obligés d'aller à l'étranger pour chercher une mère porteuse avant d'accueillir l'enfant. Hein. Et qu'est-ce que ces nouvelles pratiques vont amener? On n'a pas de recul non plus, hein. Outre que c'est interdit, nous n'avons aucun recul pour voir comment ces enfants vont se développer. Vont-ils se développer avec un certain type de problème que nous pourrons repérer, ou vont-ils se développer sans aucun problème? Ce que moi, j'aurais tendance à penser, enfin avec autant de problèmes que ce que nous en avons nous, hein. Mais en tout cas, auquel il faudra répondre. Que dire à un enfant de la mère porteuse? Que lui dire? J'ai donné mon sperme, on a fécondé des ovocytes, on les a donnés à une dame qui t'a porté. J'attends les livres pour enfants qui vont commencer à relayer cette idée. Pour le divorce, on en a beaucoup. Pour la reproduction, on en a beaucoup. On attend celui qui va dire à la mère porteuse avec le dessin, etc. Bon, être humble dans nos certitudes, vous l'avez compris, en dehors des querelles de chapelle. Et pour nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous défier de ce que la norme peut nous imposer comme idée toute faite. Voilà, ça sera en gros notre conclusion. Peut-être tu veux en faire une aussi? Non, je dirais, je rajouterais simplement qu'évidemment, on s'est intéressé uniquement dans cet exposé à la famille occidentale. Oui. Donc, à Castres, on nous a dit, mais oui. c'est ethnocentré. Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est fait à partir de notre travail clinique. Bon, quand on s'est emparé de cette question, c'est aussi pour répondre aujourd'hui au développement de tout un courant réactionnaire qui est dans le déni des évolutions actuelles. Le travail du psychologue, c'est pas un travail idéologique. Pour les psychologues, il est essentiel d'avoir des points de repère théoriques. On a essayé de montrer quels étaient nos points de repère théoriques. Mais bien sûr, il s'agit aussi d'interroger ces points de repère théoriques et de se dégager effectivement de la norme. Bon, voilà ce que je rajouterais. C'est dans le vide de la pensée voilà. que s'inscrit le mal. Nous laisserons à Hannah Arendt le soin de conclure cet exposé. Merci beaucoup. Laissez-le. Je crois qu'on m'entend, non ? Oui, mais c'est mieux Pas avec. Alors, je reprends. Oui, je disais fonction paternelle, fonction maternelle. Il va peut-être falloir inventer de nouveaux vocabulaires pour ne pas stéréotyper justement ces enfants nés avec des parents homoparentaux. Et donc, est-ce qu'on peut parler de fonction nourricière? Est-ce qu'on peut parler de fonction de tiers? Je ne sais plus. Mais là, vraiment, il va falloir inventer des choses. Parce qu'une femme peut donner l'autorité, un homme peut être très maternant. Enfin, voilà. Donc, il va falloir sortir un peu de ces schémas-là. Alors, pour vous dire ce que je sais, aux États-Unis, ils ont inventé premier parent, deuxième parent. Quel est le premier? On ne sait pas, voilà. Je ne sais pas quel est le premier, je ne sais pas quel est... J'espère que le premier n'est pas le père.
C'est tout. Après, vous avez totalement raison, sauf que voilà, hein, comment, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu la complexité du vocabulaire entre les beaux-parents, le tiers, l'adoptant, la mère nourricière, la mère porteuse. Vous avez vu déjà, il y a une foule d'appellations. Je sais pas trop ce qu'on peut faire pour ça. Je sais pas trop. Parce que vraiment, à part, bon, la facilité, c'est biologique. Là, on est tranquille. Hein, mais après, il y a 1000 façons. J'aimerais bien qu'on trouve quelque chose, toi aussi, je suppose, hein, pour désigner... Oui, mais pour l'instant, il nous faut quand même des points de repère. Parce que quand on parle de fonction paternelle ou maternelle, c'est sur le plan symbolique. Oui, c'est pas du tout dans les tâches. Les rôles, c'est pas la même chose. Ce qu'on a dit, c'est qu'au niveau des rôles, les choses ont beaucoup évolué. Hein, qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, être un père, c'est pas donné. Hein, on reproduit pas des modèles anciens. Il faut inventer autre chose. Les rôles auprès de l'enfant, aujourd'hui, des hommes et des femmes sont souvent, pas toujours, mais souvent proches ou semblables. Enfin, ce qui a le plus changé, c'est la fonction. C'est la fonction qui est pères, pas tout à fait c'est la les même. pères Voilà. qui ont le plus changé d'attitude, dans le sens du comportement. Oui, poussé par quand même le mouvement des femmes. Poussé par le mouvement des femmes. Mais Ouais. enfin, bon, il y a quelque temps, il était pas possible de voir des hommes pousser des landaux. Maintenant, on ne s'étonne plus. Donc, je crois que c'est les pères poussés par les femmes et les mouvements féministes, et puis peut-être leur désir aussi, après tout. Leur désir. Il n'y a pas de père aujourd'hui qui veut être transparent. Hein. Enfin, oui, il n'y en a pas trop. En tout cas, on ne les voit pas dans nos cabinets. Ils ne sont pas là. Allez-y, d'autres questions ou d'autres réflexions? Allez. Tout à l'heure, tu as dit on n'a pas besoin de chercher la mère. Dans le cas de la GPA, c'est qui la mère? La mère, normalement, c'est l'adoptante. Alors, ce que dit le texte, c'est que la mère porteuse, effectivement, porte l'ovocyte fécondé en laboratoire par les spermatozoïdes, qui sont quelquefois celui du père adoptant, mais quelquefois pas. Quelquefois viennent d'une bourse, c'est qu'à le dire, de sperme. Ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Voilà, donc effectivement, cette mère porteuse, effectivement, qui nous pose question, enfin tu t'en doutes bien, elle ne porte pas la plupart du temps, mais c'est pas sûr. Elle ne porte qu'un ovocyte qui ne lui appartient pas et qui a été fécondé en laboratoire. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que la plupart du temps, quand les familles homoparentales s'entendent, elles cherchent une famille homoparentale femme, féminine, une famille homoparentale masculine, et quelquefois, ils se lient et ils font une coparentalité. Ni vu ni connu, je t'embrouille avec les seringues ou les pipettes. Et là, on n'a recours à rien du tout et ça se fait en France. Parce que la GPA interdite en France, si on veut une mère porteuse, il faut aller au Canada. Il y avait une émission sur France Inter, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, dimanche matin. Et on a appris avec stupeur que les coûts étaient extrêmement élevés. Hein. C'est de l'ordre de 160 000 euros, 150 000 euros aux États-Unis, 80 000 euros. Et normalement... Et le problème est là. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi ce que disait... C'était Sylviane Agazinski qui menait toute cette troupe avec José Bové, etc., où ils ont protesté en disant « pas de location de corps en France, le corps est inaliénable et le corps des femmes, même par altruisme, ne peut pas porter un enfant qui vient d'une manipulation de laboratoire ». Donc évidemment, on ne sait pas que répondre. Pour nous, c'est une interrogation. C'est une interrogation. Il y a bien la question réelle de la marchandisation. Et de l'autre côté, il y a aussi une réalité. Il y a effectivement des enfants qui naissent de cette façon-là. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça que la loi Taubira, parce que ces enfants, évidemment, faits à l'étranger, étaient apatrides. Là, il y avait un problème légal. Ils arrivaient en France... venant d'une mère porteuse, par exemple, canadienne ou péruvienne ou américaine, et ils n'avaient pas de statut, ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient rien, ils n'étaient pas nés en France. Et donc, il a fallu faire reconnaître ces enfants. Et il y a eu 2 ou 3 jurisprudences, là, dernièrement, et la Cour des droits de l'homme a condamné la France qui refusait de donner un statut
de bons petits Français à ces enfants-là. Il y a des problèmes à tous les niveaux, des problèmes juridiques, psychologiques, des problèmes pour le dire aux enfants, etc. Mais en même temps, c'est aussi l'avancée énorme de la médecine, et aussi on ne peut pas aller contre ces progrès-là non plus. Parce que la PMA, par exemple, la procréation médicalement assistée, elle fait quand même le bonheur, et moi je l'ai vu, alors j'en ai vu des tas, le bonheur de beaucoup de couples, qu'ils soient hétéros, homo, enfin, etc. Enfin, homo, c'est difficile parce qu'il faut aller aussi, il faut que les jeunes femmes... Oui, mais pour l'instant, la PMA, elle est possible aux couples hétérosexuels. pour les couples hétérosexuels. Oui. Et uniquement pour eux. Voilà. Et la loi Fillon ne va pas arranger ça, parce que... S'il y a loi. S'il y a loi. Si elle... J'ai dit la loi. Le programme Fillon... Le programme Fillon va pas arranger ça, parce qu'il voudrait bien revoir la loi Taubira, qui permet l'adoption à ces couples homoparentaux, dont s'ils ne peuvent pas adopter, il n'y a pas de famille. Hein, donc, parce qu'une famille, c'est un enfant. Enfin, un couple est un enfant. Autrement, ça reste un couple. Oui, pardon. Justement. Alors, je ne sais pas si ça va améliorer les questionnements, mais récemment, j'ai écouté une conférence avec Luc Ferry sur le transhumanisme, Ouais. et il m'a fait froid dans le dos lorsqu'il a dit quelque chose qui est très connu. En fait, suite à un prix Nobel en 2012, il y a des chercheurs japonais qui ont réussi à faire en sorte que 2 souris de même sexe puissent engendrer, je ne sais pas comment on pourrait dire, un autre être. Et bien évidemment, il se projetait par rapport à cette découverte sur des choses qui pourraient advenir, pas immédiatement, mais bientôt. Et du coup, la question de la mère, tout à l'heure, vous disiez, il y a toujours la mère dans l'histoire. Ben là, la mère, elle est plus obligatoire, puisque 2 cellules qui ne sont pas forcément spermatozoïdes et ovules pourraient générer un être vivant. Donc, quid? Pour le moment, j'espère qu'on n'exercera plus quand ces choses-là arriveront. Comme ça, nous n'aurons pas à nous positionner. Alors, pour répondre à ta question, c'est la mère adoptante, puisque la mère porteuse... Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont écouté cette émission, qui était très intéressante, dimanche matin. Et il y avait le récit donc d'une femme qui avait porté l'enfant de sa sœur. Et elle disait, mais c'est pas mon enfant, je l'ai donné à ma sœur. Effectivement, c'était le sperme de son beau-frère, le spermatozoïde du beau-frère, et un ovocyte qu'elle avait produit, puisque c'était un problème d'utérus, qu'elle avait produit et qui avait été fécondé en laboratoire. Mais la mère, c'est l'adoptante. Enfin, oui. Et oui. Voilà, là, dans ce que tu décris, il y a d'autres éléments qui compliquent les choses quand même. Hein. La proximité familiale, ça interroge aussi. Elle le disait, Voilà. elle le disait au nom de l'altruisme, et effectivement, là, il paraît qu'il n'y avait pas de traces d'argent. Hein. Oui, pour ce cas-là, je pense que on peut dire exactement à l'enfant son origine. Donc c'est déjà beaucoup. Mais dans combien de cas on ne peut pas dire son origine? Et ça, c'est vrai pour toutes les adoptions, pas seulement dans les familles homoparentales. Oui. Est-ce que vous avez remarqué, vous, quand même, des problèmes chez les enfants adoptés? Oui. Alors, oui. Ce qu'on peut dire, on peut de toute façon dire quelque chose sur les origines. Même si on peut raconter une histoire. Non, l'histoire, la vraie histoire. Voilà. Même si l'enfant ne peut pas effectivement connaître ses parents biologiques. Moi, j'insiste sur le fait que oui, il y a des choses à dire et il faut dire certaines choses. Je crois qu'aujourd'hui, les couples le font. Hein. On n'est plus dans la situation antérieure. Bon. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que le biologique efface tout, quoi. Les parents sont les parents de l'enfant au quotidien. Et moi, j'insiste là-dessus. Hein, si les parents ont des doutes, si les parents adoptants ont des doutes sur leur situation de parents, c'est effectivement une faille dans laquelle peuvent s'engouffrer toute une série d'angoisses de l'enfant. Voilà. On ne peut pas tout connaître, mais après tout, je crois qu'il faut, c'est aussi une relation de confiance, hein, une
la qualité de la relation, la vérité de ce qui peut être dit. Voilà. Mais vous avez raison, c'est questionnant, parce que moi, je me souviens avoir reçu des mamans et papas qui avaient eu des enfants avec des filles, vous savez, in vitro, hein, des fécondations in vitro, et ils avaient beaucoup de mal à dire aux enfants qu'il y avait eu, comme ils disaient, cette manipulation génétique, cet apport d'hormones, etc., aux enfants. Mais peut-être ça ne les regarde pas, les enfants. Ah, mais si, Ça, leur précisément. origine. Précisément. Enfin, bon, moi, il me semble que l'enfant, il doit se construire vraiment sur ses origines. Oui. Si les parents ont des doutes, ils doivent le sentir, même Oui. s'ils ne sont pas verbalisés, ces doutes. Oui, mais est-ce qu'ils ont besoin de savoir que vous avez pris des hormones Ah non, mais ça, les hormones, c'est rien. Je veux Ouais. parler de l'ovocyte, du spermatozoïde. Ouais. Donc, sur les origines, oui, moi je Sur les partage, origines, oui. bien sûr. Oui. Sur les origines, on partage votre point de vue, bien sûr. D'ailleurs, les enfants adoptés que nous avons vus dans nos cabinets, toi comme moi, et qui avaient des problèmes, c'était les enfants à qui on avait menti. Et ça existe encore quand même. Hein. Oui, et alors quand le spermatozoïde vient d'une banque de sperme, Le sperme. alors on ne peut pas savoir l'origine. Non, non. Et Non. quand l'enfant a été porté par une mère porteuse à l'étranger, encore moins. Enfin, pour le moment, ça doit être des adoptions plénières, c'est-à-dire vous savez ce que c'est l'adoption Oui. simple, voilà. C'est comme on les confie alors que l'adoption plénière, c'est la disparition complète de l'état civil des pères et des mères. Donc normalement, ces enfants sont adoptés de façon plénière. Et en France, ça n'existe plus, l'adoption plénière, alors. Si, elle existe. Hein. Si, si. Encore Si, elle existe. Quand l'enfant est né sous X, ça existe Oui, ça encore. existe. Mais c'est horrible, ça. Hein. Ça existe, oui, oui. Oui, il faut attendre 2 ans, exactement. Ouais. Voire 3 même, dans les... Oui, et... Ouais, et ce que vous dites aussi, c'est que les enfants souvent adoptés, il y a les deux cas où ils cherchent frénétiquement leurs vrais parents, où ils disent qu'ils s'en fichent. Dans ce que l'on voit, nous, dans nos bureaux, enfin dans nos cabinets. Hein. On ne ment pas en thérapie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais peut-être soulever une autre question qui relie tout ça. C'est l'affection de la mère avec l'enfant. On vient de trouver, là, il y a quelques mois, des neurologues, que le cerveau de la mère, quand elle était enceinte, il se modifiait pendant 2 ans pour justement avoir une bonne relation avec l'enfant. Et ce qui est sûr, c'est que la relation, tout le monde le sait et puis tout le monde le dit, la relation de l'enfant avec la mère dans les premiers temps, elle est complètement fusionnelle. Alors, je ne sais pas, hein, je suis pas neurologue, je ne sais pas si le cerveau se modifie, je ne sais pas comment, mais effectivement, tout se modifie en elle, le corps... Par exemple, elle aura avec une modification de son cerveau, et l'enfant ne pourra pas en profiter. Je ne sais pas, il profitera peut-être d'autres choses que va lui donner la mère qu'il a tellement attendue, parce qu'il y a un grand désir d'enfant. Biologiquement, voilà. Alors la neuro va nous apprendre aussi plein de choses dans les années qui viennent. Hein. Et jusqu'à maintenant, on n'avait aucune perception, on ne savait absolument pas ce qui se passait dans le cerveau. Grâce à IRM et scanner, on va peut-être savoir effectivement beaucoup plus de choses. Mais peut-être vous avez raison, peut-être il se passe des choses merveilleuses qui sont d'ordre effectivement biologique et génétique entre la mère et l'enfant. Moi, ça me paraît assez évident aussi. Mais ce n'est pas tout. Et l'essentiel du travail de la mère, c'est quand même de rompre. Enfin, il n'y a pas que le père qui doit couper le cordon, hein, c'est de rompre effectivement cette fusion. Et de toute façon, ça c'est un travail qui sera fait. Je dirais juste, il y a la question des origines, bien sûr, on l'a dit, c'est très important, mais il y a la question, je pense aux familles, aux parents adoptants, il y a la question du désir d'enfant. Voilà. Je
crois que c'est vraiment essentiel pour la construction de l'enfant. Surtout qu'ils ont le temps, de le... Parce qu'avec les lenteurs des processus d'adoption, ils ont le temps de le travailler, ce désir d'enfant, et de savoir où ils en sont là-dedans. Oui, mais justement, c'est un peu... Pardon. C'est un peu sur ce sujet que je voulais intervenir. Moi, j'exprime une certaine réticence, justement, parce que je me demande si on n'a pas trop tendance à prendre en compte le désir d'enfant, ou le droit à l'enfant, par exemple. Est-ce qu'il est légitime de parler d'un droit à l'enfant? Bon, et là, ce que je dis là, ça concerne la gestation pour autrui, ça concerne les adoptions dans les familles homoparentales, etc. Ce qui fait qu'on peut très bien tirer mon raisonnement un petit peu à l'extrême et y voir des positions réactionnaires. Je ne crois pas être réactionnaire, mais j'émets des réticences sur cette question. Le droit à l'enfant, ça me paraît un oxymore, enfin ça me paraît une contradiction dans les termes. Il me semble qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Maintenant, ça peut se discuter, je ne prétends pas avoir la réponse sur des questions aussi complexes. C'est exactement ce que disent les psychanalystes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce vouloir d'enfant, et sur lequel il faut effectivement s'interroger, placerait, c'est ce qu'ils disent, placerait l'enfant comme un objet qu'il faut à tout prix conquérir et surmonter. Alors bon, je sais pas. Les autres disent c'est de l'atavisme de dire que le désir d'enfant ne peut pas être respecté. Moi, ce que je dirais, c'est que je préfère parler du désir d'enfant que du droit à l'enfant. Voilà. Moi de même. Voilà, parce que le désir d'enfant, c'est le désir d'adulte, c'est une réponse à la mort, pour simplifier les choses. Ça pose la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? Comment on va au-delà, effectivement, de sa propre mort? C'est ça qui explique le désir d'enfant. Et donc, le désir d'enfant, on le retrouve chez tous les adultes, quelle que soit leur sexualité, par exemple. Bien sûr, pour ceux qui pensent que les homosexuels n'auraient pas droit, etc. Le désir d'enfant, c'est pour tout le monde. Oui, alors, c'est le on peut aussi ne pas désirer des enfants, voilà. Oui. Bon. Et oui. Mais ça existe quand même, voilà. Dans vos cabinets respectifs, aujourd'hui, ici et maintenant, tous les problèmes ne se présentent pas avec la même acuité, ou statistiquement, ou qualitativement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, chacun, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait le plus problème, mais le plus de souffrance? Peut-être pas. On ne s'est pas on s'est pas demandé ce genre de questions. C'est bien, monsieur. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, qu'est-ce qui fait le plus de souffrance? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Moi, ce qui m'a étonnée quand j'ai commencé à travailler, c'était que, enfin, quand j'ai commencé et même bien après, c'était que ce qui inquiétait les parents et ce pourquoi ils venaient, c'était l'échec scolaire. Donc, j'avais au moins toutes les semaines une bonne partie ou d'enfants en thérapie ou de mères qui se plaignaient de l'échec scolaire, beaucoup moins de pères. Après, les pères sont venus. En gros, moi, je dirais, c'est les difficultés du lien avec les parents. Je dirais ça, relation mère-fille, mère-fils, père-fils, père-fille. Bien avant les préoccupations des enfants. Voilà, c'est-à-dire quelque chose de très personnel. Ce qui est normal, quand on fait un travail thérapeutique, on amène son vécu, enfin son histoire. Voilà, je dirais ça, les liens, le lien entre père et mère, pour chacun de nous, qui quelquefois envahit la vie jusqu'à votre mort. Moi, je dirais que on voit beaucoup d'enfants qui arrivent, qui sont amenés par leurs parents après une séparation. Très souvent, voilà. Et c'est là où peut-être où nous avons des clientèles différentes, oui, des choses différentes. Moi, je pense qu'un divorce, je crois qu'il faut le reconnaître comme ça, de mon point de vue, c'est effectivement une souffrance pour l'enfant. Il ne faut pas le nier, c'est une souffrance pour l'enfant. Ça ne veut pas dire que la souffrance ne se dépasse pas, bien entendu. Mais il y a une réelle souffrance.
Et il y a un deuil à faire. Et je crois que c'est important de le reconnaître, ça. Voilà. Donc, pour les enfants, la question de la séparation des parents, c'est une question forte, importante, hein, qui dure effectivement, même parfois au-delà de l'enfance. Pour les adolescents, c'est d'autres questions qui viennent, bien entendu. Hein. C'est la question. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Oui. Absolument. Quand je disais les liens entre. C'est de ça dont je parlais. Hein. Voilà. Avec les adolescents, il y a la question des séparations, de séparation des parents, mais il y a aussi le conflit avec les parents qui est une question de souffrance et qui est amené pour un travail thérapeutique, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Oui, c'est-à-dire la conquête de l'autonomie, en gros, hein, c'est ça. Hein. Oui, voilà. Et aussi tout ce qui peut être effectivement drogue, tous ces aspects-là également, hein, qui sont tout à fait réels, bien sûr. Est-ce qu'on a répondu, oui? Bon, écoutez, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais, voilà.